Merci David, bonjour à tous. Donc, je suis très honorée de présenter cette nouvelle édition de l'Observatoire de l'éolien. C'est une vraie joie de le faire depuis 3 ans, conjointement, conjointement et très étroitement avec la filière de l'éolien. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce rapport de l'Observatoire de l'éolien? Je précise qu'il ne s'agit pas d'un exercice complaisant. Il ne s'agit pas de faire le panégyrique de la filière de l'éolien. C'est l'occasion de mettre à plat l'ensemble des actions, des initiatives, des chantiers, et vous verrez qu'ils sont multiples, qu'ils adressent toutes sortes de dimensions de la filière de l'éolienne, de mesurer le chemin parcouru, de déterminer ce qu'il reste encore à parcourir et à réaliser et quelles sont les conditions pour cela. Alors, qu'est-ce que le marché de l'éolien? Alors, je pourrais trouver voilà, la photo, effectivement, des chiffres clés de la filière. Donc, ce qu'il y a bien à retenir pour l'année 2020, c'est qu'il s'agit bien de la 3e source de production d'électricité en France, avec 17,6 gigawatts de puissance cumulée effective. On a, par rapport à 2019, plus 17,3% d'électricité produite à partir d'énergie éolienne. 7,9% de la production d'électricité en France provient de l'énergie éolienne. Nous avons eu 477 éoliennes installées en 2020 et, attention, et je vais vraiment mettre toutes les précautions de langage, nous avons 3,5 gigawatts de puissance pour les projets éoliens d'offshore lauréats d'appels d'offres ou à projets. Je ne parle pas ici de mise en service et vous verrez que c'est quand même une nuance qui a tout son poids. Autre dimension essentielle de la filière de l'éolien, c'est qu'elle est issue d'une chaîne de valeur qui génère un chiffre d'affaires en croissance continue et qui représente 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, soit 2 fois plus qu'en 2013, donc une filière à forte valeur. Précisons également que jusqu'à 70% de la valeur d'une éolienne est acquis en Europe, donc la filière est ancrée sur le territoire. Et autre détail, qui n'en est pas un, qui est de poids, la filière, l'éolienne. Les éoliennes sont en moyenne recyclables à plus de 90%. Je sais qu'hier, on a présenté un autre rapport chez Capgemini Invent, qui est le WIMO. Quelqu'un m'a bien spécifié qu'effectivement, les éoliennes ne consommaient pas ou n'avaient pas besoin de matériaux rares et de minerais rares. Et c'est vrai que là, effectivement, c'est quand même une caractéristique qui a tout son sens dans le contexte actuel, et en particulier quand on pense à ce que sont les problématiques de géopolitique liées au marché de l'énergie dans le monde. Alors, à part l'éolien marin, me dit-on également, effectivement, pour lesquels il y a des composants qui sont aisément recyclables. Donc, la puissance cumulée dépasse les 18 gigawatts au 30 juin 2021. Donc, nous avons effectivement cette puissance cumulée, une puissance installée de 1317 mégawatts en 2020. Donc, nous avons traité effectivement par constructeur. Voilà. Alors, également, caractéristiques de taille et d'importance s'agissant de l'éolien, c'est une des électricités parmi les moins chères du marché. Donc il y a eu effectivement au cours des 5 dernières années une décroissance, on va dire spectaculaire des coûts des renouvelables en général, décroissance qui n'avait pas été anticipée d'ailleurs, enfin, en tout cas pas dans ces proportions. Nous pensons que la décroissance des coûts va assez naturellement se stabiliser, pour toutes sortes de raisons, l'augmentation des taux d'intérêt, des coûts d'acquisition au sens large, et néanmoins l'éolien, c'est pour l'offshore 60,8 € par mégawattheure. Donc effectivement, ça c'est le prix de l'électricité au dernier appel d'offres. Donc effectivement, une des électricités les moins chères du marché. Et pour l'offshore, 44 € par mégawattheure. Donc la filière a su faire la preuve de sa compétitivité. Alors pour ce qui est de l'éolien en mer, la dynamique est enclenchée avec 3,5 gigawatts de projets en cours. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une filière qui attire les investissements avec 11,5 milliards d'euros d'investissement et qui génère de l'emploi, 1300 emplois créés en France d'ici 2022 dans des usines de fabrication de composants des éoliennes en mer. Preuve également de l'importance du savoir-faire français, 5 des 13 unités européennes de production d'équipements d'éoliennes en mer sont sur le territoire.
Alors, les grands résultats du rapport. Chaque année, nous nous efforçons d'éclairer une dimension particulière, une conséquence, un effet de l'éolien sur l'environnement au sens large, sur son territoire, sur le territoire. Voilà, de manière générale, des dimensions spécifiques de l'éolien. L'année dernière, il y a 2 ans, nous avions beaucoup parlé de digitalisation, par exemple. Cette année, nous avons choisi de mettre en exergue différents volets, les emplois, les retombées économiques pour les territoires, le renforcement des services publics et la constitution de filières de compétences. C'est-à-dire que nous nous sommes demandé quelle était la réalité des retombées économiques, des effets vertueux et indirects de l'éolien sur l'économie. Alors, s'agissant de l'emploi, la filière éolienne est le premier employeur du secteur des énergies renouvelables en France, avec création de 22 600 emplois à fin 2020, c'est-à-dire plus 12% par rapport à 2019, plus 108% par rapport à 2013. La forte dynamique, évidemment, il y a une forte dynamique de l'offshore qui permet de maintenir et qui a permis de maintenir la croissance des emplois malgré la pandémie. Et un l'éolien en mer qui représente désormais plus de 20% des emplois totaux. Donc effectivement, c'est une caractéristique, encore une fois, non négligeable de la filière éolienne. Alors, autre dimension très importante, compte tenu de son besoin en compétences distinctes et de compétences qui n'existent pas, ou de compétences rares, ou de compétences qui sont à créer, la filière a donné lieu à la création de cursus, de parcours de formation, de filières de formation, dont vous pouvez voir qu'elles peuvent démarrer au CAP, c'est-à-dire qu'elles peuvent constituer autant de parcours de type seconde chance, avec des taux d'insertion professionnelle souvent supérieurs à 85%, donc des filières qualifiantes. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est des filières qui attirent la jeune génération. Hein. C'est des filières attractives. Ce sont des métiers qui intéressent les jeunes. Alors, aspect effectivement que nous avons choisi d'investiguer et dont nous n'avions pas forcément idée quand nous avons abordé le sujet, c'est la réalité des apports économiques pour les territoires. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas effectivement envisager les territoires sous l'aspect de grands villages Potemkin de l'éolien, effectivement, voilà, en faisant comme ça, en dressant un tableau idyllique, mais on voulait vraiment déterminer de manière objective et rationnelle, puisque c'était le but de l'exercice, la réalité des retombées économiques et ce dont nous nous sommes rendus compte en allant interroger des élus, et en leur posant d'ailleurs très directement la question que l'éolien, et d'ailleurs eux l'ont exprimé de manière aussi catégorique, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas un exercice intellectuel, c'était vraiment, eux l'ont exprimé de manière catégorique, c'est la possibilité de maintien ou de retour de nombreux services publics au bénéfice de tous, alimentés par par des revenus générés par l'activité économique que constitue l'éolien. L'éolien génère des revenus fiscaux à base de cotisations foncières, cotisations TVA, etc. Donc effectivement, tout ça donne lieu effectivement à des effets en série. Donc on peut effectivement, nous on a à peu près établi 220 millions d'euros de recettes fiscales en 2020 pour les communes et collectivités. Il faut savoir que ces revenus sont récurrents, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie en moyenne de 20-25 ans. Donc effectivement, autant d'effets qui vont irriguer les communes, les collectivités et permettent effectivement de maintenir ou de créer des services publics. Donc création de crèches, oui, construction de crèches, rénovation des piscines, voilà, tout le travaux d'éclairage public. Donc effectivement, autant d'éléments au service du bien commun et des services collectifs. Alors, dimension importante du rapport, et c'est là effectivement qu'il y a ce call for action, comme on dit en mauvais anglais, de notre part, c'est qu'il y a loin des moyens aux objectifs. Et là, je fais volontiers référence à un article récent de Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables, qui indiquait effectivement cette trajectoire, mais alors vraiment, cet écart important entre les objectifs et les moyens qu'on se donne pour y parvenir. Si vraiment il s'agit d'atteindre les objectifs de la PPE 2023 et 2028, nous n'y sommes pas. Voilà, donc ça c'est très net. Compte tenu de la dynamique actuelle et des taux de croissance actuels,
sur l'onshore, mais alors c'est encore plus vrai pour l'offshore, il y a une espèce de rupture, de trajectoire en muture, d'accélération à mener qui est pratiquement hors de proportion. Hors de proportion parce que tout confondu, au mieux du mieux, on ne parviendra à mettre en service des parcs éoliens offshore à hauteur de 1,5 gigawatts. Donc on est très très loin de l'objectif de 2,4 gigawatts. Ça c'est très net. C'est également vrai pour l'onshore. Nous n'y parviendrons pas. Vous voyez, on a affiché les taux de croissance hypothétiques hein, pour parvenir à ces objectifs. Ils sont irréalisables en l'état. Alors, ce qu'il faut également qu'on comprenne, c'est qu'il y a cette spécificité très française d'un cadre extraordinairement contraignant, et avec des contraintes qui s'ajoutent les unes aux autres, des contraintes aéronautiques. Donc effectivement, j'indique ici un exemple de contraintes additionnelles d'augmentation de la distance de coordination pour l'installation d'une éolienne à proximité d'un radar militaire. Donc, effectivement, des contraintes aéronautiques que l'on ne peut anticiper ni maîtriser, et qui viennent s'ajouter à un cadre déjà contraignant, des contraintes réglementaires, donc effectivement, dont on se dit qu'elles correspondent à ce que la Fédération française de l'éolien appelle le droit mou, c'est-à-dire un droit qui ne présente aucun véhicule robuste, mais qui est à base de guides de bonne pratique. Voilà, donc autant d'éléments qui sont très très peu incitatifs et qui, pareil, n'ont rien de jurisprudentiel et qui laissent effectivement la place à toutes sortes d'ambiguïtés. Je précise que la durée de procédure d'un projet, sur le cycle de vie d'un projet est de 7 mois, de 7 ans, pardon, de 7 ans, 2 fois plus qu'en Allemagne, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est absolument, c'est quelque chose qui n'est pas admissible et qui est, encore une fois, une spécificité française. Voilà, donc au-delà des contraintes, la filière doit adresser un certain nombre de chantiers qu'elle a déjà lancés, qui sont de toute nature. Hein. Ça peut être effectivement le couplage avec le stockage, qui est un point important, toute la partie sur l'environnement et la biodiversité. Il y a eu un très gros volet adressé sur l'intégration dans le réseau, avec notamment des chantiers de formation, et puis la R&D, un gros chantier sur l'économie circulaire, les enjeux de flexibilité. Alors nous avons un certain nombre de recommandations, et ça c'est aussi un point important. Encore une fois, après avoir jeté les bases d'un argumentaire rationnel pour permettre un débat un petit peu plus objectif, sachant qu'il s'établit trop souvent sur des bases très caricaturales. Hein, donc ça, je ne vous apprends rien. Donc quelles sont nos recommandations ? La première, c'est prôner un développement concerté en lien avec les populations. Et en ça, je suis quand même très heureuse d'intervenir après Jean-Daniel Lévy, qui effectivement montre des résultats absolument à rebours des idées reçues, puisque nous avons tiré de l'étude Harris la conclusion que 75% des Français étaient favorables à l'éolien, c'est-à-dire plus de 3% par rapport à 2018. Donc effectivement, il y a un sentiment positif général et que l'on ne peut s'insérer dans les territoires de manière harmonieuse qu'à condition de le faire de manière concertée. Et effectivement, il y a une charte à mort développée par la Fédération française afin de permettre effectivement de donner un petit peu les règles d'une insertion concertée au niveau des territoires. Et effectivement, on est bien conscient, hein, d'ailleurs au regard même des statistiques proposées, que l'on ne peut mettre de l'éolien partout. Hein, voilà, nous ne nions pas les externalités, la filière ne les nie pas, mais effectivement, il y a tout un travail à faire d'insertion concertée dont on pourra parler par la suite. Il faut également alléger drastiquement les contraintes logistiques, réglementaires, aéronautiques. Attention, il ne s'agit pas de rogner sur des contraintes qui sont des contraintes de sécurité ou de défense. Il s'agit au moins d'alléger les temps de procédure, au moins de fournir un cadre légal cohérent et intelligible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est donc simplifier les procédures administratives. On ne peut imaginer 7 ans de procédure sur le cycle d'un projet. Vraiment, dans ces conditions, ce sont des pas de temps qui sont absolument incompatibles avec les objectifs climat. Développer massivement l'éolien offshore, hein, voilà, compte tenu de tous ces enjeux. Ça également, c'est un
un axe très fort, et je pense que c'est quand même le grand enjeu de la filière cette année, en tout cas pour les années à venir. Il faut également anticiper la faible, parce qu'elle aura lieu, la faible diminution des coûts, hein, puisque, comme on le disait, l'éolien a su faire la preuve de sa compétitivité. Néanmoins, il y aura un certain nombre de conditions maintenant qui seront, dont il faudra bien tenir compte dans l'intégration et la structuration des coûts. Il faut également impliquer les acteurs majeurs de la filière électrique et les grands opérateurs. Vous savez que maintenant, on a des pétroliers verts, on a des acteurs qui se positionnent de manière massive et même radicale, et c'est d'ailleurs assez historique, dans le monde des renouvelables, des acteurs tout à fait imprévisibles, tout à fait inattendus. Il faudra bien se rapprocher d'eux, effectivement, et s'engager avec eux. Autre point important, impulser l'engagement des futurs grands consommateurs via des corporate PPA. C'est vrai que les collectivités territoriales, le monde agriculture sera peut-être amené à contracter en gré à gré pour du 100% renouvelable, et il verra tout à fait un intérêt à ce type d'offre. Et donc effectivement, la filière éolienne a intérêt à s'engager à leur côté. Et puis enfin, et c'est une problématique d'ailleurs assez générale dans le monde de l'énergie actuelle, c'est de disposer d'un champ de méthodes et de suivi et de mesures robustes pour pouvoir mesurer les effets des mesures. C'est-à-dire effectivement qu'on s'aligne tous sur un référentiel et des standards de mesure communs pour pouvoir évaluer de manière, encore une fois, tout ce objectif, c'est un mot que je vais beaucoup répéter, voilà, les effets des filières sur le climat, sur les objectifs climatiques. Alors, je précise également que donc le rapport est disponible en ligne, hein, en tout cas, voilà. Alors, Rachel, en tout cas en ligne, voilà, il est distribué, voilà, donc il sera même distribué à la sortie du colloque. Nous en avons un stock. Voilà, j'essaie de comprendre les signes qu'on était en train de me faire. Voilà, j'espère que j'ai bien tout compris. David, pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions, David? Ah d'accord, justement, je n'avais pas compris que c'était fini. Et oui, c'était précisément, voilà, effectivement, la question que j'allais vous poser, c'était donc la disponibilité de l'observatoire. Donc, élément de réponse a été donné, puisque donc l'observatoire... Oui, je vais vous le donner tout de suite, le micro. Alors voilà, donc l'observatoire est déjà disponible dans les sacs, donc on vous remet à l'accueil. J'imagine qu'il en sera fait une communication auprès de la presse, l'objectif étant d'aller dans le sens de ce que vous évoquiez par rapport à la communication auprès du grand public. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a un communiqué de presse de près, tout est lancé. Voilà, vous avez la possibilité de disposer effectivement de l'objet rapport en format papier. Donc je vous invite à vous saisir de ce petit fascicule. N'ont pas vu, il s'agit de ce fascicule. Voilà, qu'on a essayé de faire dans à des dimensions qui soient pratiques, ergonomiques. Voilà, donc je pense que tout y est. En tout cas, tous les messages qu'on a voulu faire passer y sont. Encore une fois, le but de ce rapport, c'était vraiment de fournir des bases objectives et rationnelles, un argumentaire rationnel. Alors la question que j'ai envie de vous poser, effectivement, au-delà donc du format, c'est quelle est la cible? Vous ciblez quelle population tout particulièrement pour toutes ces données? Est-ce que ce sont les acteurs de la filière? Est-ce que ça va au-delà? Est-ce que ça va même toucher le grand public? Alors, parce qu'on a vu tout à l'heure, et d'ailleurs vous pouvez peut-être y revenir, je ne sais pas si on aura l'occasion de reprojeter un slide. Il y a une slide qui n'était pas très claire, j'ai trouvé personnellement, ou en tout cas sur lequel j'aimerais bien vous apporter quelques éléments de précision, mais peut-être d'abord voir effectivement la question de la cible. C'était le slide sur la PPE, je ne sais pas si on pourra le remettre tout à l'heure. D'accord. Alors la cible, elle est très large, hein. C'est vrai que le rapport s'adresse à des professionnels de toute nature, des équipementiers, tous les acteurs présents sur la filière. Elle s'adresse également au grand public, en la personne des jeunes, par exemple, des jeunes générations qui pourraient être intéressées par la filière de l'éolien. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que c'est une filière, encore une fois, qui est animée par des gens passionnés par leur métier. C'est une filière magnifique et le message qu'on souhaitait faire passer dans ce rapport, c'est qu'il faut avoir une forme de courage politique, c'est-à-dire, vous souhaitiez voir le slide numéro 2, ce slide justement qui montrait l'écart entre la réalité, c'est-à-dire la dynamique actuelle, et ce qu'il faudrait faire, le pas à franchir pour atteindre les objectifs de la PPE. On se rend compte effectivement qu'il faut un courage et une vraie volonté politique soutenue par des moyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Quand je disais qu'il y a loin des objectifs aux moyens, voilà, la démonstration est bien là. On ne peut y arriver dans ces conditions. Alors là, les slides sont en train de repasser. Je pense qu'on peut aller plus loin. C'était un slide où il y avait deux histogrammes qui se suivaient, gauche et droite.
Non, alors je crois qu'il est un peu avant. Le message global, c'était... Alors, plutôt après, pardonnez-moi, c'est dans les résultats, dans les trajectoires trop lentes. Voilà, celui-ci. Voilà. Effectivement, le message, c'était on n'y est pas, ou en tout cas, on n'est pas au bon rythme. Oui. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas bien compris les histogrammes de gauche et histogrammes de droite. Alors effectivement, quand on regarde les puissances installées 2019 pour l'onshore et l'offshore, les puissances installées pour 2020, et quand on regarde ce qu'il est nécessaire d'atteindre pour atteindre les objectifs 2023 et les objectifs 2028, l'écart est tel qu'il est absolument inconcevable qu'on y parvienne. En tout cas, pas à la dynamique, voilà, pas sur ce pas actuel, avec ces taux de croissance actuels. Très bien, donc histogramme de gauche onshore, histogramme de droite offshore. Oui, c'est ça. Ok, bah, excusez-moi. Ah oui, effectivement, il y avait un... Effectivement, il y a c'était un détail. À qui n'est pas apparu. Des questions dans la salle par rapport à l'Observatoire 2021? Non? Aucune question particulière? Eh bien, écoutez, vous avez été très clair. En tout cas, manifestement, moi, ça m'avait échappé ce point de détail. J'aimerais juste rajouter peut-être un petit élément sur ce qu'est l'insertion, la bonne insertion de l'éolienne. Je ne voulais pas l'évoquer comme un concept un petit peu mirobolant. Je voulais surtout l'évoquer de manière concrète. Quand nous sommes allés interroger des élus, nous nous sommes rendus compte que ce qui marchait très bien, c'était de concevoir les éoliennes dans l'idée d'une solution énergétique globale. Un peu comme on conçoit les unités de cogénération, c'est-à-dire ces unités qui permettent de fournir du chaud et du froid de manière locale et qui sont complètement intégrées aux services collectifs urbains. Et bien effectivement, pour que les éoliennes s'insèrent comme ça au niveau des collectivités et des communes, il faut des élus qui prennent en main et qui aient la volonté de prendre en main leurs énergies et qui les conçoivent dans un univers global. Voilà, donc effectivement, on a été surpris de trouver des élus qui combinaient hydrogène et éolien, enfin, en tout cas qui avaient des volontés à un moment donné effectivement de renforcer, de coupler l'éolien avec de l'hydrogène, donc et qui l'envisageaient sur une trajectoire assez longue et d'avoir pu également faire de l'éolienne de la collectivité, voilà, et d'avoir vraiment ce sentiment propriétaire par rapport à leur équipement. Ouais, effectivement, on reviendra sur ce point d'appropriation et le rôle majeur du maire et des élus locaux dans la table ronde de demain consacrée donc, à la manière dont on embrasse le changement. Toujours pas d'autres questions? Non? Eh bien écoutez, Alexandre Bellani, merci beaucoup de cette présentation.